Alors, on va redémarrer précisément avec une question qui est une question importante, qui est la question de la santé mentale au travail. Alors, moi, je suis relativement peu inquiet, puisque je sais que les intervenantes qui vont passer vont vous passionner. Pour l'instant, il y a encore du brouhaha, mais vous verrez, dès qu'elles seront montées sur scène, la lumière va vous être révélée. Donc, blague à part, c'est vraiment un sujet important. On l'a vu, il a commencé à être abordé ce matin, la question de la santé mentale et du travail. Je crois qu'on a été abordé le fait qu'on perdait 170 milliards d'euros par an, ce qui est quand même tout à fait conséquent. Mais une autre façon de le voir, c'est que si on règle les problèmes, peut-être qu'on va générer 170 milliards d'euros de richesse. Et au-delà des chiffres, c'est toute la question de la relation et le rapport au travail. C'est Simone Veil qui disait le travailler doit être une libération, jamais une aliénation. Et c'est derrière aussi toute la question qu'on va aborder avec la présentation de trois approches. La première qui est celle de la CRAMIF, et c'est Chantal Massip que je vais appeler, qui est ici. Ensuite, précisément comme vous avez... Allez-y, montez. Comme vous avez, et Chantal Massip va vous l'exposer, travaillé aussi sur un projet, enfin en tout cas vous l'avez accompagné, un projet qui a été monté par le développement, par les RH de Vivre et Devenir. Donc ils vont venir nous parler de ce projet, de ce programme de prévention des risques psychosociaux. Et pour ça, j'appelle Marine Taverne et Nelly Touéman. Et enfin, et pour ne pas raisonner uniquement à l'échelle de Vivre et Devenir, on va avoir le témoignage, l'apport et l'expertise de la RATP avec Nathalie Ponzevera, qui est responsable de la politique QVCT à la RATP. Merci beaucoup. Il n'y a pas de notes, mais Madame Massip n'a pas de notes. Non, je ne vais pas me mettre au milieu, mais du coup, tout le monde s'est décalé allègrement sur la gauche, ce qui, normalement, va pénaliser un peu les spectateurs de gauche. À rester assise. Alors, on va parler de santé mentale au travail, et Chantal Massip, je pense que vous êtes plutôt bien placée, puisque l'assurance maladie est quand même plutôt bien placée sur le sujet. Voilà, c'est mieux. Plutôt bien placé sur le sujet. Peut-être juste en deux mots, est-ce que vous pourriez nous dire globalement les missions de la CRAMIF ? Alors, la CRAMIF, on est une des caisses de la sécurité sociale. L'équivalence en province, ce sont les CARSAT. Au sein de la CRAMIF, il y a la direction des risques professionnels. Notre mission, c'est d'inciter les établissements, les entreprises, à mettre en place des démarches de prévention des risques professionnels en vue de préserver la santé physique et mentale des salariés. Donc nous, notre objet de travail, ce ne sont pas les personnes accompagnées, ce sont les salariés. Nous pouvons intervenir dans les établissements avec, on va dire, 3 casquettes qui peuvent se superposer. La première, que j'aime moins, mais qui est réglementaire, c'est la casquette contrôle. Donc nous avons le pouvoir de rentrer de jour comme de nuit dans tout établissement et de demander toute mesure justifiée de prévention. La deuxième casquette, avec laquelle moi et mes collègues, on intervient surtout dans le secteur non lucratif, c'est la casquette conseil. Et puis la troisième casquette, c'est la casquette formation-information, puisque nous avons un centre de formation. Les formations sur Paris, ces formations sont gratuites, tout en prévention des risques professionnels, mais on fait aussi des formations intra-associations, intra-entreprises, et qui sont vraiment faites sur mesure et qui répondent aux besoins des entreprises. Très bien, merci. Et donc, en tant que observateur, mais c'est pas uniquement ça, c'est simplement vous êtes dans le monde du travail, vous avez une vision du monde du travail. Quel regard est-ce que vous portez aujourd'hui sur la question de la santé mentale dans les entreprises ? Est-ce qu'il y a quelques données Alors, ce que l'on voit, c'est qu'il y a vraiment... nous sommes de plus en plus sollicités sur les questions de la santé au travail, et notamment de la santé mentale. Alors nous abordons la santé mentale à travers ce qu'on appelle les RPS, la prévention des risques psychosociaux. C'est un terme maintenant que tout le monde doit plus ou moins avoir entendu une fois. Dans les RPS, on entend le stress
mais aussi tout ce qui est violence au travail avec les violences internes et les violences externes. On est de plus en plus sollicité, je vous le disais, et notamment dans le secteur sanitaire et médico-social et en particulier du handicap. Au niveau France, pour vous donner quelques chiffres, on n'a pas les derniers chiffres parce qu'ils vont sortir bientôt. En 2022, il y a eu 1600 maladies psychiques qui ont été reconnues au titre de maladies professionnelles. Pour rappel, il n'y a pas de tableau de maladies professionnelles et pour faire reconnaître une maladie psychique comme maladie professionnelle, il faut déposer un dossier devant une commission, apporter un certain nombre de documents et bien souvent, et de plus en plus d'ailleurs, dans ces commissions, il y a des psychiatres qui sont là pour se prononcer. Et en termes d'accidents du travail, il y a eu en 2022 18 000 accidents qui font référence à des situations de RPS qui ont été reconnus au titre d'accidents du travail. Ça, ce sont des chiffres en 2022, donc en termes de maladies professionnelles, une augmentation de 16% par rapport à 2021, et on sait qu'il y a une sous-estimation. Donc ça, c'est pourquoi d'ailleurs la CNAM nous a demandé de développer toute une démarche, tout un programme RPS qui vise à faire bouger toutes les entreprises en matière de santé mentale au travail. Très bien. Et dans ces chiffres, il y a la question du burn-out, notamment, je crois. Alors, dans le burn-out, oui, c'est essentiellement... Alors, en termes de maladies professionnelles qui peut, en lien avec les maladies psychiques, il y a bien sûr les dépressions graves, mais il y a aussi les burn-out. Il y a de plus en plus de burn-out. Il y a beaucoup de burn-out qui ne sont absolument pas déclarés. Les burn-out, ça c'est quelque chose qui nous interpelle beaucoup plus parce que ce sont essentiellement les managers qui sont atteints de burn-out. On voit beaucoup de managers qui démissionnent sans trop savoir pourquoi. Moi, je reçois par mail des managers qui me disent au revoir, voilà, je quitte l'association, et qui nous expliquent le pourquoi. Ça, c'est quelque chose sur lequel je voudrais vraiment accentuer. C'est que moi, j'ai des directeurs, quand je les rencontre en tête-à-tête, il m'est arrivé encore dernièrement d'avoir des directeurs qui s'effondrent en larmes. Les directeurs me disent « mais nous, on n'a pas le droit de montrer nos émotions ». Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut entendre. On est obligé de cacher nos émotions, on est obligé d'être fort, on n'a pas le droit de montrer nos faiblesses. Si on les montre, ça veut dire qu'on est un mauvais manager. Et je crois que s'il y a quelque chose qu'il faut retenir en matière de prévention de la santé mentale, c'est qu'il faut à un moment donné oser parler. Il y a dans les structures, on met en place des analyses de la pratique, bien souvent ce sont pour les salariés. Qu'est-ce qu'il y a pour les directeurs, pour les managers? J'en sais rien, mais il n'y a pas grand-chose. Donc, s'il y a vraiment quelque chose à retenir en matière de prévention de la santé mentale, osez en parler, il faut démystifier. Le burn-out n'est pas en soi une finalité ou la fin d'un parcours de manager. Il faut en parler avant d'arriver au burn-out, parce que bien souvent, les gens ne s'en rendent pas compte. Merci. Alors, c'est vrai que vous avez évoqué un contexte plutôt général, de toute activité confondue, mais est-ce qu'il y a, de votre point de vue, une spécificité, et si oui, laquelle, dans le domaine du handicap? Alors, ce que j'ai pu remarquer dans le handicap, c'est quelque chose de récurrent, c'est que la prévention des risques professionnels n'est pas structurée. Alors, tout le monde en fait un petit peu, et quand je leur demande, mais qui est-ce qui porte la prévention? Il y a un petit peu tout le monde. Alors, c'est déjà pas mal, il y a des choses qui se font. Je dois faire une parenthèse, le vivre et devenir, je considère que c'est un peu la locomotive en Île-de-France. Alors déjà ça, il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup frappée, parce que ça fait un bon bout de temps que je suis là-dedans, puis avant de rentrer à la CRAMIF, j'étais consultante en organisation dans le sanitaire médico-social, c'est que le secteur du handicap est en pleine mutation. On en a déjà un peu parlé en termes d'organisation du travail. Avant, les gens étaient habitués à voir sur leur structure un directeur, un RH et tout ça. Et maintenant, de plus en plus de sièges, moi que j'accompagne, s'organisent en pôle avec, on remonte à niveau les RRH. Et c'est extrêmement anxiogène pour les salariés parce qu'ils se disent, mais on n'a plus vraiment personne de proximité. Donc ça, c'est très anxiogène. Il y a aussi une chose qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que le sens du travail n'est plus tout à fait le même. Il a énormément évolué depuis le Covid, et surtout, c'est le rapport à l'autorité.
Voilà, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, eh bien, ils ont envie aussi de pouvoir lier vie professionnelle, vie et vie privée. Et moi, j'ai des salariés plus anciens qui me disent, voyez, mes collègues, il est 17h, ils s'en vont. Est-ce que le chariot de soins est bien approvisionné? Ils n'en ont rien à faire, ils s'en vont. Donc voilà, et ça génère des conflits au sein même des structures, des conflits générationnels. Avec par-dessus aussi, surtout en Île-de-France, des conflits aussi interculturels. Voilà, la personne accompagnée n'est pas forcément vue de la même façon selon les cultures. Ça, c'est très important. Il y a aussi une grande mutation aussi, moi je trouve, c'est au niveau de tout ce qui est immobilier. Moi, j'accompagne beaucoup de structures qui sont en plein projet immobilier, qui sont liées avec les organisations du travail, c'est-à-dire de plus en plus d'associations fonctionnent et vont fonctionner en termes de plateforme. Donc, ça veut dire fusion entre établissements, mélange des équipes, une autre façon d'organiser les personnes accompagnées, et ça aussi, c'est extrêmement anxiogène. Je rencontre aussi, moi, ce qui est, je trouve assez particulier au handicap, c'est des directeurs que je trouve qui ont le sentiment de plus en plus d'être isolés. On réorganise les choses et ils ont l'impression, le sentiment de... Alors je dis pas que c'est... Je parle du secteur handicap, qui ont l'impression d'avoir de plus en plus de charges de travail. Même les chefs d'équipe, moi il y en a qui me disent, mais écoutez, mon métier c'était d'être éducateur, j'ai l'impression de passer mon temps à remonter des camemberts pour le siège ou pour la direction. Alors que, et bien souvent ils me disent, mais les uns et les autres, on n'a pas signé pour ça. Et dans le secteur du handicap, l'un des facteurs prédominants, c'est ce qu'on appelle chez nous, et qui est un des facteurs du rapport Golac, qui est le conflit de valeurs. Le conflit de valeurs, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas l'impression, comme je disais, d'avoir signé pour ça, on a l'impression de faire du quantitatif, alors que c'est du qualitatif pour lequel on est voué. J'ai toujours en tête, là je suis en train d'accompagner une structure, un CAMPS, où il y a énormément de problèmes de souffrance au travail, et les salariés me disent, mais nous on a une habilitation pour 700 enfants. On en est à recevoir plus de 1200. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 4 rendez-vous par enfant, on n'en a plus qu'un. Donc, c'est du travail à la chaîne. Et le sens du travail, ils ont perdu le sens du travail. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement... qui est vraiment générateur de souffrance. Les gens n'en parlent pas forcément. Et c'est vraiment... on est dans des projets de réorganisation, de restructuration des locaux, qui vise à gommer ce qui ne va pas. J'attire votre attention, il est important d'avoir en tête ce qui va bien. Et ça, c'est vraiment important et on l'oublie. Très bien. Une dernière question. Vous avez dit que Vivre et Devenir est une locomotive, donc c'est assez naturellement, vous allez nous dire pourquoi, oui. Vous avez accompagné, vous accompagnez d'ailleurs toujours, un programme lié à la prévention des risques psychosociaux. Et avant que Marine et Nelly ne nous en parlent un peu plus avant, qu'est-ce qui vous a poussé ou comment globalement ça s'est passé du point de vue de la CRAMIF dans le cadre de cette démarche? Alors la CRAMIF, donc nous sommes gérés par les partenaires sociaux. Et au vu de la sinistralité du secteur du handicap, les partenaires sociaux ont souhaité faire du secteur du handicap un programme prioritaire au niveau régional. Donc il n'y a que la CRAMIF qui a décidé de faire de ce secteur un programme prioritaire. Donc moi je suis pilote donc, du coup de ce programme et je suis accompagnée de collègues. Et notre objectif, c'est d'accompagner les sièges dans la mise en place d'une démarche de prévention, mais globale. C'est bien de s'intéresser au RPS, mais quand on sait que les facteurs de RPS se situent aussi bien dans l'architecture des bâtiments que dans l'organisation du travail, que dans un certain nombre de choses, commençons déjà par faire de la prévention, par mettre en place les bases de la prévention, pour ensuite bien intégrer ces différents thèmes que sont les RPS, mais aussi les troubles musculo-squelettiques. Donc c'est à ce titre de pilote du programme régional que nous sommes rentrés en contact avec Vivre et Devenir. Alors je dois quand même, pour finir, rendre hommage à ces personnes-là, parce que franchement, c'est exemplaire. Voilà, ce qui se passe en Île-de-France, c'est exemplaire. Je trouve que d'avoir décidé
de faire un programme qui au départ devait être régional et sur le secteur du handicap, de faire un programme national qui intègre aussi bien vos EHPAD que les structures sanitaires, c'est une première. Voilà. Merci Madame Massy. Merci beaucoup. Alors du coup, c'est avec beaucoup d'émotion que je vais vous interroger, parce que là, franchement... On va enchaîner. On va enchaîner, mine de rien, l'air de rien. Non, peut-être justement, ce programme, vous avez fait d'une certaine façon, Madame Massy, une forme de teasing, mais là, on va un peu rentrer dans le détail de comment ça s'est passé. Mais peut-être, Marine, pour commencer, comment est-ce que le programme de prévention des risques psychosociaux s'inscrit plus largement dans la politique QVCT et politique RH de Vivre et Devenir ? Alors, merci. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, parfait. Merci pour cette question. Avant de pouvoir y répondre avec précision, déjà, je remercie Mme Massy parce qu'effectivement, c'est un programme qui va être costaud et on va vous en parler. Et puis, ça montre aussi que on est de nombreux acteurs, en fait, dans la prévention des risques et dont les ressources humaines. Et ça, c'est quand même aussi important de le souligner. Et effectivement, la politique RH aujourd'hui, chez Vivre et Devenir, elle se veut dynamique et ambitieuse. Et notamment à travers, et vous le savez, la valorisation des collaborateurs, leur capacité à aussi challenger l'organisation. On parlait de l'autodétermination ce matin avec les personnes qu'on accompagne. Il y a aussi un intérêt de l'association à donner la parole aux collaborateurs dans les changements, dans les transformations de l'association. Cette politique, elle est aussi ambitieuse à travers, notamment, on en a également un peu parlé depuis ce matin, sur aussi l'épanouissement. Qu'est-ce que l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle ? Qu'est-ce que le bien-être au travail ? Et qu'est-ce que la qualité de vie et les conditions de travail ? Donc on essaye aussi de favoriser cet épanouissement-là. C'est aussi d'investir dans le management. Voilà, je fais le lien aussi avec l'accompagnement, les fonctions intermédiaires d'encadrement et de créer en fait un climat sain et serein pour l'ensemble des collaborateurs. On a un parcours managérial aujourd'hui qui est vraiment instauré dans l'intégration des nouveaux cadres. Et puis enfin, on ne peut pas passer à côté, on parlait un peu de l'IA ce matin, mais là on est sur en tout cas la digitalisation aussi de nos outils pour fluidifier l'ensemble de nos process et d'harmoniser l'ensemble de nos pratiques. Et puis... La politique RH, à travers ces 4 axes, a, depuis 2024, engagé des projets un peu forts. Notamment, on l'a dit également ce matin, la poursuite des chantiers de transformation, de structuration, donc notamment, encore une fois, avec la digitalisation. L'engagement aussi, depuis le 1er janvier 2024, de l'intégration du pôle handicap moteur. On est à 1 an déjà d'intégration et on voit qu'il y a déjà beaucoup de projets aussi en commun. Et c'est important de poursuivre aussi l'harmonisation de nos pratiques et de nos outils. Un axe fort, on y viendra juste après, effectivement, sur le renforcement de nos actions de la santé au travail et de la qualité de vie et des conditions de travail. Et enfin... un axe fort, alors on a mis 2026, mais à mon avis, ce sera un petit peu plus loin encore, mais sur la convention unique pour travailler notamment nos métiers et l'évaluation de nos métiers et de nos collaborateurs. Et donc, si je fais cet entonnoir et qu'on redescend sur cet axe qualité de vie au travail, il faut être attentif aussi à ce terme, parce que la qualité de vie au travail, c'est plein aussi de sous-étapes ou de sous-axes, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, mais on peut avoir effectivement le management, la formation professionnelle, les relations au travail. Et là, on va axer, nous, sur la santé au travail, qui est un des axes de la qualité de vie et des conditions de travail. Et c'est dans cet axe-là, de la santé au travail, qu'on a répondu au programme de la prévention des risques professionnels. Alors, effectivement, avec la CRAMIF, avec une direction générale ciblée, mais pour vraiment l'ensemble des établissements Vivre et Devenir, et l'ensemble des collaborateurs, encadrants compris, évidemment. Et donc ça va être très important, puisque toutes les populations vont être inscrites, évidemment, dans ce programme. Et les risques professionnels, c'est aussi des risques, c'est autant des risques physiques que des risques mentaux, on en a parlé, les risques psychosociaux, via le stress, les violences. On a parlé de la désinsertion professionnelle ce matin. Je pense aussi au secours en santé mentale et je pense aussi à Côté Court et la formation qu'ils dispensent. Aujourd'hui, chez Vivre et Devenir, il y a plein d'actions, plein de projets, plein d'expérimentations, toutes plus intéressantes les unes que les autres. L'idée, avec ce parcours, avec ce programme, c'est de pouvoir en fait les réunir, les mettre en avant, les partager. Le programme est sur 4 ans.
Je ne sais pas si on l'avait déjà dit, mais en tout cas, voilà, c'est quand même un programme assez costaud. L'idée, c'est de prévenir plutôt que guérir et d'avoir vraiment cette démarche d'anticiper les risques. On le rappelle, mais on est tous d'accord sur le fait qu'un collaborateur qui va être bien dans sa tête, bien dans son corps, va forcément être aussi plus disponible pour faire un accompagnement toujours plus qualitatif. Donc voilà, aujourd'hui, les enjeux de ce parcours rapidement, mais on en a vraiment évoqué ce matin, sur aussi la baisse ça peut amener en tout cas un des enjeux forts à réduire l'absentéisme aussi, réduire les accidents de travail. On a parlé du recrutement et de l'attractivité. Oui, effectivement, des collaborateurs qui sont bien, qui se sentent bien, resteront. Donc voilà, autant d'enjeux qu'on développera un petit peu plus tard. En tout cas, le slogan de notre groupe, c'est vraiment de dire qu'on est tous acteurs aujourd'hui de cette prévention, qu'on a tous un rôle à jouer, quel que soit le métier, quel que soit le niveau de responsabilité. Et c'est un engagement collectif qui va être à mener, même si on le porte. L'idée, c'est qu'effectivement, tous on s'en saisisse et qu'on puisse effectivement le développer ensemble. Merci. Merci Nelly. Nelly, où est-ce qu'on en est? Donc là, on a un petit, si je ne me trompe pas, on a un tableau, enfin pas un tableau, un calendrier. Alors effectivement, on vous projette sur cette slide un petit peu, la façon dont on a appréhendé ce projet, qui, comme Marine l'a évoqué et Madame Massip également, c'est un projet qui va emmener l'association sur 4 ans. Donc on en est, aux phases de cadrage, avec déjà ce qui est important, c'est de rappeler comment on a appréhendé, la mise en place de ce programme en mode projet, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas fonctionner autrement, et avec l'approche philosophique de l'association de partir des besoins et des réalités du terrain, de nos établissements, pour bâtir ce qu'on qualifie, nous, de finalité du projet, c'est-à-dire structurer une politique nationale en matière de prévention des risques professionnels, donc aussi bien physiques que mentales. Et donc, c'est déjà de cette manière qu'on a appréhendé le projet. Donc, en première étape, on a créé une équipe. Alors, c'est important, cette notion d'équipe, parce qu'elle se veut d'abord basée sur le volontariat. Elle est pluridisciplinaire, l'équipe projet. Vous avez moi et Marine en tant que référents RH, mais il y a d'autres référentes RH qui représentent toutes nos régions et tous nos territoires. On a également des cadres administratifs, on a également une adjointe de direction que je ne présente plus maintenant parce qu'elle est aussi connue que l'association, Céline. Un petit clin d'œil. Une équipe 100% féminine, mais l'équipe n'est pas encore pleinement structurée. Donc si d'autres bonnes énergies veulent nous rejoindre, elles sont les bienvenues. Il n'y a pas une volonté à ce que ce soit 100% féminin? Pas du tout. Alors, l'égalité professionnelle est un des axes de la qualité de vie au travail, mais c'est important. Mais c'est vrai que, on va dire, la démographie de nos établissements fait que 80% de l'effectif sont des femmes. En fait. Voilà. Ouais. Donc voilà, on a constitué cette équipe et on a voulu donner une identité au projet. Et ça aussi, c'est dans l'approche philosophique de l'association, une identité par un nom de projet. Parce que le programme de la CRAMIF porte sur le secteur du handicap. Et donc, en équipe, on a réfléchi à un nom de projet, donc PrevPro. Je pense que tous les directeurs présents connaissent maintenant ce programme, puisqu'on l'a martelé avec Marine déjà depuis quelques mois. Et puis un slogan, parce que c'est important aussi qu'au-delà de l'identité et d'un nom de projet, on ait un slogan qui réunisse le plus de collaborateurs, et donc c'est chez Vivre et Devenir, tous acteurs de la prévention professionnelle. Parce que prendre soin de soi, c'est aussi une démarche avant tout personnelle, et pour mieux prendre soin des autres, c'est important de rappeler cette démarche. Donc on lui a créé une identité, et puis on est maintenant dans une phase très importante, qui est une phase d'audit. L'audit doit nous permettre, à travers un outil de dialogue que nous apporte la CRAMIF, un outil qui nous aide à structurer notre démarche, de faire un petit peu un état des lieux de tous les outils pratiques dans chaque établissement. Ce qui est déjà super, et vous l'avez tous souligné en termes de petites victoires, si je puis dire, c'est que dans chaque établissement, il y a des choses qui existent, qui sont très bien faites, mais qui ne sont simplement pas valorisées. On en parle beaucoup dans la démarche QVCT aussi, quand on fait l'état des lieux de tout ce qui est fait, toutes les expérimentations. Donc ça, c'est un premier constat. On est à 90% à peu près des établissements qu'on a audités avec toute l'équipe.
Donc maintenant, le gros travail, ça va être de consolider toutes ces données, mais c'est déjà un premier constat qu'on peut faire. Un deuxième constat aussi, c'est que tous les acteurs, en tout cas, avec lesquels on a échangé durant cette phase d'audit, sont volontaires pour s'améliorer. Et donc, on a toutes les conditions, je dirais, requises pour que le programme se mette en place dans de bonnes conditions. Donc voilà où on en est, avec, et je terminerai par ça, des pistes d'action qui se dessinent. Vous l'avez aussi beaucoup évoqué précédemment. Comment on va effectivement traiter de cette question de la santé mentale dans nos établissements, qui a un fort impact sur l'absentéisme. Et comment aussi, plus largement, on le voit aussi, on a des arrêts maladie de plus en plus longs, et comment on va traiter de la question de la désinsertion professionnelle. Voilà les pistes d'action qui commencent à se décliner, mais encore une fois, tout ce travail de consolidation va être extrêmement important. Et donc encore, merci à tous ceux qui se sont rendus disponibles et à toute l'équipe PrefPro présente aujourd'hui. Merci. Marine, vous commenciez à l'évoquer tout à l'heure quand vous présentiez plus largement le programme. Quel type de bénéfices vous attendez finalement de la démarche qui se met en place ? Alors effectivement, on est au début du parcours. C'est vrai que déjà de se dire qu'on va écrire une politique sur la prévention des risques professionnels, c'est déjà fort de le poser, de se dire que c'est parti. Et je trouve que c'est effectivement bénéfique pour l'association. Aujourd'hui, un point fort que je mets en avant sur le bénéfice, c'est effectivement l'expertise vraiment de la CRAMIF sur la connaissance et l'accompagnement, parce qu'effectivement, on a beau être de bonne volonté, avoir envie de le faire, à un moment donné, il faut être cadré, il faut être accompagné, on n'a pas l'expertise sur tout. Vous l'avez dit, en plus, il y a différents secteurs d'activité, on a des établissements variés, des populations variées, donc l'expertise, elle est importante. D'autant plus aussi qu'en région, comme Nelly l'a dit, c'est des CARSAT, et en fait, le fait d'avoir ce lien au national permet en fait de fluidifier les relations au local. On a aujourd'hui des établissements qui sont déjà dans des programmes, notamment de désinsertion professionnelle, je pense à Marie Auxiliatrice, à l'IME à Draveil. On a des établissements ciblés TMS Pro, troubles musculo-squelettiques. Je pense à Saint-Louis, mais je pense qu'il n'y a pas que Saint-Louis, il y en a à Maud-Gatine aussi. Et en fait, le fait d'avoir cette expertise et cet appui permet vraiment une simplicité, une fluidité, une compréhension de notre démarche au national et d'éviter de s'éparpiller et de vouloir répondre à tout sans être cadré. Donc ça, c'est vraiment un point pour nous extrêmement important. Un deuxième point important, c'est quand même, on l'a mis vraiment en avant, c'est la rencontre des acteurs RH, parce que Nelly l'a précisé, il y a toutes les régions qui sont représentées dans ce groupe de travail, et on n'a pas forcément l'occasion de travailler ensemble, de valoriser tout ce qui est fait sur le terrain, de créer aussi ce sentiment d'appartenance à une association qui est Vivre et Devenir, même s'il y a des personnes dans tel et tel établissement. Et ça, je pense que ça contribue à l'identité aussi commune Vivre et Devenir. En tout cas, on apprécie dans le groupe de travail de se rencontrer et d'échanger et de créer des liens en dehors de ce groupe. On a également aussi, et ça Nali vient de le dire, mais la réponse positive de toutes les directions de Vivre et Devenir, de tous les établissements, quand nous avons pu procéder à la phase d'audit. On les a fait entre octobre et décembre et on a prévenu en septembre. Donc franchement, merci et bravo, parce qu'on connaît les délais de fin d'année et on a réussi à les faire, donc c'est important, encore une fois, on est tous concernés et acteurs. Et puis les bénéfices aussi, on en a déjà un petit peu dit tout à l'heure sur les recrutements, ou en tout cas la politique attractivité qu'on peut mener aussi, autant en externe qu'en interne, de lutter contre, d'essayer de baisser les accidents de travail, d'analyser les causes, de se dire sur quoi on va cibler en priorité pour écrire aussi notre politique, ça va être important. Et puis, un point quand même important, c'est aussi d'assurer la conformité réglementaire, qui est d'assurer la santé et la sécurité de nos collaborateurs. Il est en dernier, mais non des moindres, évidemment. Ce qui est une démarche, en fait, la démarche qui se met en place, c'est pas aussi facile. Enfin, là, vous nous faites d'une certaine façon un peu l'appartement témoin, en nous montrant le côté finalement fluide. Mais peut-être, Nelly, c'est quoi les difficultés que soit vous avez pu avoir, soit vous anticipez aujourd'hui ? Alors, on n'a pas à ce stade rencontré de difficultés, mais on les identifie déjà. C'est-à-dire qu'on a plein d'idées, on a plein de pistes, comme j'évoquais tout à l'heure. Donc, je dirais l'un des enjeux, en tout cas pour le groupe de travail, va être de ne pas s'éparpiller. Qu'on travaille vraiment sur la consolidation des audits pour
cibler les actions prioritaires. Donc voilà, ça c'est un premier enjeu, je dirais. Et plus globalement, ce qui va être important pour nous dans ce programme sur 4 ans, ça va être de mesurer l'impact. La réelle efficacité de ce programme. Et ça, on commence à y réfléchir, mais on sait que ça va être un enjeu important. De rester sur la finalité du projet, je l'ai évoqué, et puis on parle de la prévention de la santé physique et mentale, mais comment on va réussir à impliquer chaque collaborateur dans cette réalité et comment chacun va se saisir de ce projet, des outils, des démarches qu'on va mettre en place pour agir sur son quotidien. Donc voilà, si je peux résumer les trois Très bien, trois merci. enjeux. Merci. Et peut-être, là pour le coup, à toutes les deux, vous avez tout à l'heure présenté le programme dans un cadre beaucoup plus vaste de qualité de vie au travail. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein d'initiatives, il y a plein d'expérimentations qui se mettent en place. Je pense notamment aux équipes mobiles. QVCT, ça fait sourire Nelly parce qu'elle y tient particulièrement. Merci. Non, mais on en parle souvent avec Marine. Voilà, donc si vous vouliez juste en dire 2 mots de ces expérimentations, de façon à ce qu'on ne soit pas enfermé uniquement sur ce programme, mais qu'on ait une vision un peu plus large du alors, sujet. Effectivement, on parlait d'expérimentation dans le département des Landes, donc l'ARS Nouvelle-Aquitaine, parce que les ARS aussi se saisissent de cette question, a mis en place un appel à manifestation d'intérêt en 2023 à laquelle l'association a répondu, qui a permis de constituer une équipe mobile sur les questions de qualité de vie et des conditions de travail. Donc cette équipe, elle est aussi pluridisciplinaire. Alors elle intervient uniquement sur le département des Landes. Donc elle est composée d'un kiné, d'une psychologue, d'animateurs, d'éducateurs spécialisés. C'est voilà, une équipe pluridisciplinaire que j'ai la chance de coordonner et qu'on avait présentée pour certains qui étaient présents il y a 2 ans dans Inspiration. Donc cette équipe mobile, elle est partie d'une démarche aussi méthodologique d'audit terrain pour savoir un petit peu comment allait se structurer ces interventions et travaille sur... Donc on est en phase de déploiement de cette équipe mobile QVCT et donc je remercie là aussi les directeurs de ces structures qui sont présents et qui nous aident au quotidien. Sur 4 axes, elle travaille. Un axe aussi, santé au travail, avec la mise en place d'actions de prévention au travers d'événements forts sur le bien-être au travail. Donc, par exemple, et je sais que ça se fait dans plein d'autres établissements aussi, animer la prévention autour du cancer du sein, autour d'Octobre Rose. La journée nationale de la santé mentale, c'est aussi des sujets sur l'équipe mobile, sur laquelle l'équipe mobile se mobilise. Un axe important qui ressort aussi d'une réalité dans nos établissements, sur les relations au travail et comment on accentue notre action sur la communication bienveillante et non violente dans nos établissements. Donc ça, c'est le 2e axe sur lequel cette équipe mobile intervient. Le 3e, autour des axes compétences et parcours, avec un sujet autour de l'intégration. Donc là aussi, cette équipe mobile commence son travail autour de ces actions. Et puis un axe qui a été évoqué ce matin et par d'autres personnes, les problématiques liées à l'attractivité de nos métiers et plus particulièrement sur le département des Landes. Et donc là, l'équipe mobile travaille sur la valorisation des établissements, de nos établissements sur ce territoire. Donc la question, et on l'évoque très régulièrement avec Marine, Youssou et le reste de l'équipe, c'est comment on peut pérenniser ce type d'expérimentation. Qu'est-ce qu'on peut en retirer et capitaliser pour mettre au profit d'autres établissements ? On n'est pas les seuls au niveau du Sud-Ouest à mettre en place ces démarches. Mais voilà, c'est une expérimentation parmi d'autres. Et je suis sûre qu'il y en a encore plein d'autres à venir. Très bien, merci. Merci beaucoup. Alors, Nathalie Ponzevera, vous avez fait le plaisir... Oui, je pense que ça marche. D'accord, c'est bon. Okay. Voilà. Vous avez fait le plaisir d'accepter de venir, apporter votre point de vue d'une certaine façon un peu extérieure par rapport à tout ce qui a été dit. Et donc, vous êtes responsable de la politique QVCT de la RATP. Alors, j'ai peut-être juste une question un peu en réaction à ce qui a été proposé. C'est en quoi est-ce que, à ce qui a été présenté, en quoi est-ce que le programme qu'on vient de parler et plus largement l'ensemble des actions résonne avec vous-même, votre activité propre au sein de la RATP? Déjà, je voulais vous remercier de m'avoir permis de partager cette journée de séminaire avec vous, parce que je suis là depuis ce matin et j'étais vraiment très intéressée par votre programme.
Donc, je n'ai pas que la QVCT en fait à la RATP. Hein, je suis directrice de la santé, sécurité au travail, qualité de vie au travail, du maintien dans l'emploi et du handicap. Voilà, donc j'ai un périmètre assez large auprès du DRH Group de la RATP. Ça fait 3 ans que je suis à la RATP et j'ai fait toute ma carrière à Air France au préalable, différents métiers. Voilà, ça résonne, hein, parce que forcément on a à peu près les mêmes problématiques que vous en termes d'attractivité, d'absentéisme, de mal-être au travail. On a des métiers qui sont durs, pénibles, exposés au public, dans une société qui devient de plus en plus violente, agressive. Dans un milieu urbain à Paris où on évolue soit en souterrain, donc on ne voit pas la lumière du jour de la journée, soit dans les bouchons toute la journée. Bon, voilà. Donc un grand problème d'attractivité. Et donc la QVCT, en fait, fait partie d'un des piliers stratégiques de notre plan à 5 ans. C'est vraiment porté haut et fort par notre président. Donc on a signé un accord. En fait, pour tout vous dire, c'est le premier accord QVCT de la RATP qui a été signé en février 2024. Voilà, nous étions au préalable couverts par un accord sur la prévention des risques psychosociaux depuis 2011. Et puis différents sujets sociaux ont fait qu'on n'a jamais réussi à négocier jusqu'alors. Voilà. Donc on a un accord qui est quand même ambitieux, qui a un parti pris volontariste, qui se base effectivement sur l'attractivité, mais aussi sur l'engagement des collaborateurs. Et donc derrière ces termes, tout ça, ça repose sur un dispositif qu'on veut systémique, en fait, parce que la qualité de vie au travail, c'est pas que un levier par-ci par-là, c'est un système, un ensemble de dispositifs qui vont répondre de manière différente à des attentes différentes. Voilà. Et puis maintenant, on ne rentre plus à la RATP pour y travailler 40 ans. Enfin, en tout cas, les jeunes de maintenant, c'est plus leur souhait. Et donc, ils viennent parce qu'ils sont attirés par un métier, bien sûr, des conditions de salaire, mais ils viennent aussi, en plus, chercher autre chose et aussi des services à côté. Voilà. Donc, ça résonne, oui. Oui, donc ça résonne avec un versant, finalement, à la fois interne, mais je crois qu'une des spécificités, puis vous souhaitiez vraiment, on s'était dit que ce serait intéressant que vous puissiez insister là-dessus, qui sont quand même les problématiques qui sont les problématiques d'agressions externes. Oui, alors avant de venir aux agressions, peut-être, voilà, si vous voulez, je vais quand même vous parler un petit peu de notre politique QVCT qui est largement inspirée de l'ANI, du dernier ANI signé sur la QVCT. Donc on s'est basé sur les 6 axes de l'ANI. Donc déjà, le premier conducteur de métro du matin, il faut qu'il se rende à son travail. Et généralement, pour se rendre à son travail, il n'a pas de bus non plus, parce qu'en fait, à l'heure à laquelle il part de chez lui, il n'y a pas de transport en commun. Donc, c'est ça. Donc, une des priorités, c'est de faciliter l'accès chaque jour au travail facilement et sereinement. Et donc, un axe important de notre accord QVCT, c'est pour les salariés qui le souhaitent et qui en ont besoin, c'est de pouvoir leur proposer des logements proches de leur prise de poste, proches des centres-bus, proches de certains terminus de métro. Donc, on a une politique de logement qui est assez volontariste, avec des loyers un peu plus intéressants que ce qu'on peut trouver. Et donc, on a réussi à loger 1100 familles cette année. Voilà, on a aussi des dispositifs de garde d'enfants. On a doublé nos dispositifs de garde d'enfants. Et puis, on propose des dispositifs de mobilité douce. Donc ça, c'est sur l'axe comment je me rends au travail plus facilement et sereinement tous les jours. On a un axe sur la protection de la santé et de la sécurité au travail assez engageant et ambitieux, parce qu'on a un taux d'accidentologie très élevé à la RATP. D'ailleurs, moi, quand je suis arrivée, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine fatalité. C'était normal qu'on se blesse au travail. De toute façon, voilà, certains recruteurs disent attention, tu sais, en 40 ans, tu vas certainement te blesser 3-4 fois, c'est normal, c'est le métier. Bon.
Donc, un des axes forts, nous, de notre politique, c'est de renforcer la culture de sécurité de toute la ligne managériale, parce que cette fatalité, elle existe aussi dans la ligne managériale. Donc, on va accompagner tous nos managers. Ils vont être coachés par un prestataire qui va nous aider à les faire grandir sur la sécurité au travail. C'est-à-dire que c'est savoir voir les risques, savoir en parler, savoir arbitrer, savoir accompagner mes équipes sur le terrain, et puis aussi être plus sur le terrain pour connaître le métier et ses contraintes et être à l'écoute de mes collaborateurs. Donc ça, c'est un programme qu'on va accompagner. En termes de santé aussi, on est un grand groupe, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle les espaces santé qui permettent à tous nos salariés d'avoir des rendez-vous facilement auprès de médecins généralistes ou alors des médecins spécialistes. Donc ça, c'est une richesse, parce que quand on sait qu'aujourd'hui, on attend 8 à 9 mois pour avoir un rendez-vous chez le dermato, nous, on peut leur proposer des rendez-vous plus rapidement, voilà. Et puis aussi, on a un service de santé au travail autonome, et c'est une richesse. Donc moi, je dirige tous les médecins du travail, toutes les infirmières du travail de la RATP, et je sais ô combien c'est une richesse d'avoir des médecins du travail au sein même de notre entreprise, notamment pour toutes les actions de prévention, puisqu'en plus on mène des études de morbidité et des études de mortalité sur tous nos salariés pour identifier les causes de maladies, de pathologies ou de mortalité, et donc adapter au mieux nos suivis, nos protocoles médicaux et notre prévention pour prévenir les risques. On a tout un axe sur l'équilibre des temps de vie aussi, parce que ça, c'est une forte attente des jeunes, mais pas que, des seniors aussi, et finalement de tout le monde. Depuis la Covid, on a bien vu que nos priorités à tous avaient quand même changé. Et donc, on travaille sur des expérimentations sur la semaine de 4 jours, notamment auprès de nos agents des gares et des stations qui jusqu'alors travaillaient sur des rythmes de 42 jours, 6 jours de travail, 2 jours de repos, 6 jours de travail, 2 jours de repos. Et les 4e et 5e jours, ou 5e et 6e jours, on observait des pics d'absentéisme normal. Le 4e, 5e jour, je suis plus fatiguée, donc plus facilement absent, plus d'accidents. Donc le retour d'expérience fait que on observe moins d'absentéisme, moins d'accidents, et surtout les salariés sont mieux dans leur poste. On voit le repos arriver un peu plus vite, et puis ça répond à leurs attentes. On travaille aussi beaucoup sur les rythmes de travail, les organisations du temps de travail, parce qu'on a des salariés et beaucoup de familles monoparentales maintenant, qui pour certains veulent travailler que le week-end, d'autres veulent travailler que la semaine, d'autres que le matin, que le soir. Donc on essaye au maximum d'adapter en tout cas nos temps de travail, nos rythmes de travail. Ce qu'on dit, c'est que c'est pas l'homme qui doit s'adapter au travail, normalement c'est le travail qui doit s'adapter à l'homme, c'est l'OMS qui l'écrit depuis 50 ans. Donc on essaye de respecter ça. J'ai encore un peu de temps ? Oui. Mais comme on doit aussi parler des agressions... Ah oui, non, mais on travaille aussi sur l'environnement de travail, et notamment la rénovation des locaux. Et puis... le sens au travail aussi. Donc ça, c'est un sujet, parce que quand on vient travailler, il faut venir travailler avec l'envie et aussi savoir pourquoi, quelle est ma mission et comment je contribue dans un collectif. Donc on a testé et on est en train de tester des dispositifs de dialogue autour de la qualité du travail. Voilà, où on met en place des conflits de valeurs. On est épaulé par Yves Clos sur le sujet. Donc c'est des expérimentations, mais qui, nous espérons, vont permettre de remettre le travail en discussion, parce qu'en fait, remettre le travail en discussion au sein d'un collectif, c'est très important. Faire s'exprimer les collaborateurs, les organisations syndicales et aussi les managers sur finalement les façons dont le travail s'exerce au quotidien, ce qui nous empêche de faire un travail de qualité, permet collectivement après de travailler sur des axes d'amélioration et de travailler sur les irritants et finalement de retrouver du sens à ce qu'on fait. Voilà. Puis après, il y a tout ce qui tourne autour du développement professionnel, la formation et puis de la reconnaissance. Je n'irai pas plus loin. Donc effectivement, je voulais faire un focus sur les agressions.
et le lien sur la santé mentale, parce que c'était quand même parce que vous avez une activité le sujet qui est fortement sollicitée de ce côté-là. Oui. Alors en fait, on a quand même 6000 accidents du travail par an, 1500 accidents du travail avec arrêt pour 46 000 salariés sur les pics. Et sur mes 1500 accidents du travail avec arrêt, j'en ai à la moitié pour agression. Voilà. Rien que nos conducteurs de bus, on a 5 agressions par jour, 5 agressions physiques par semaine. Le président Jean Castex prend 1 heure chaque semaine pour appeler les 5 salariés qui se sont fait agresser physiquement, pour prendre de leurs nouvelles, mais surtout savoir comment ils sont accompagnés. Et ça, c'est un marqueur fort de l'engagement managérial dans la sécurité au travail. C'est aussi montrer qu'on est là et qu'on fait en sorte que l'accompagnement soit mis en place. Voilà. Alors sur les agressions, on les subit, mais on peut aussi travailler en prévention primaire. En tout cas, nous, nos actions de prévention primaire, rapidement, c'est d'identifier et de cartographier les zones les plus sensibles, mettre en place plus d'agents de sécurité dans les zones les plus sensibles ou aux horaires les plus sensibles. C'est de doter certains de nos personnels de caméras piétons, parce que la caméra évite, en tout cas, fait diminuer certaines agressions. C'est aussi les accompagner de formation pour les aider à travailler sur leur posture, pour éviter l'escalade et donc faire redescendre le taux d'agressivité. Donc ça, ce sont nos actions de formation primaire. Mais sur les agressions, on va plutôt agir en secondaire et en tertiaire, parce que, et c'est là où on va et on met en place des dispositifs d'accompagnement. Notamment pour éviter l'escalade au niveau des chocs post-traumatiques, parce qu'on a quand même des salariés qui se font agresser d'une telle violence, qui sont en état de choc post-traumatique après l'agression. Donc on a des méthodes pour les accompagner. On a un médecin spécialiste de l'EMDR, donc qui pratique l'EMDR à chaud sur nos salariés agressés. Et donc c'est une pratique qui fonctionne bien et qui les aide à traiter le choc et puis revenir en emploi un peu plus rapidement, parce qu'aussi l'objectif c'est de lutter contre la désinsertion professionnelle, de le remettre en emploi et puis faire en sorte qu'il aille mieux. Voilà, parce qu'on a certains salariés qui développent après de l'anxiété, qui veulent plus travailler sur telle ligne de bus ou telle ligne de métro. Voilà. Donc ça, c'est un des moyens de les accompagner. On a bien sûr tout un tas de formations à la destination des managers, parce que ce qui est important aussi, c'est que le manager intervienne à chaud et sache comment accompagner le salarié qui vient d'être agressé, l'accompagner, l'orienter, le suivre pendant son arrêt maladie, et puis parce qu'en fait sinon le manager il est démuni, et puis c'est aussi une éponge, donc il faut qu'on dote les managers de ces outils. Et ce qu'on a pu observer aussi, c'est quand un salarié agressé n'est pas écouté et suivi et accompagné par son manager, il va développer un deuxième trouble, un deuxième choc en fait, et on observe des absences encore plus longues. Donc l'importance du management auprès des équipes, c'est primordial. Voilà, et puis on a aussi mis en place des ateliers d'échange entre pairs. Donc quand on parlait de pairs aidants, ça me faisait écho, puisque ces ateliers permettent de mettre ensemble des salariés qui n'ont pas été agressés et d'autres qui ont été agressés, afin qu'ils échangent sur pourquoi moi je ne suis jamais agressé, toi tu es souvent agressé, quelles sont nos pratiques, comment on peut travailler ensemble. Voilà, vite fait sur... comment on peut créer finalement une espèce de culture commune sur le sujet. Et s'aider et échanger nos bonnes pratiques. Et ce qui est d'ailleurs valable là sur les agressions, l'est aussi sur les accidents, j'imagine que alors, ça en fait, oui, alors il y a les accidents graves de personnes, les suicides sous les rails du métro ou du RER, qui provoquent aussi des chocs post-traumatiques. Non, c'est pas seulement le conducteur, mais c'est aussi l'agent des gares qui va intervenir. Ce sont les équipes de sécurité qui interviennent, qui vont revisionner les bandes vidéo. Et donc c'est tout un collectif qu'il faut accompagner en termes de suivi psychologique. Donc on a une cellule d'écoute
H24/7/7, mais aussi on a nos médecins du travail qui sont présents, des psychiatres, psychologues, et puis le manager qui est aussi formé pour accompagner son équipe. Très bien. Et de fait, on pourra s'achever ici, mais c'est un investissement en fait. Toute cette panoplie de choses qui se mettent en place et l'ensemble de ces mesures qui se mettent en place, c'est un investissement. Enfin, je sais quand on en a parlé, vous me disiez c'est pas une dépense, c'est réellement un investissement. Oui, c'est réellement un investissement parce que, oui, bien sûr, c'est une dépense, mais en même temps, l'objectif quand même, c'est de retrouver un collectif de travail qui évolue dans un environnement sain, sécurisant, qui soit bien au travail et qui, en plus, mène l'entreprise vers une trajectoire qu'on s'est fixée. Et, voilà, donc, c'est un investissement qui est payant. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Alors, il reste un peu de temps pour accueillir les questions, si vous souhaitez poser des questions. Moi, j'aurais une remarque pendant que les gens réfléchissent à leurs questions. Ce qui me frappe, c'est vraiment les similitudes entre deux milieux très différents, que c'est la RATP et les médico-sociales. Mais c'est vrai que quand vous parlez de violence, c'est sûr que parfois, c'est des choses qui peuvent aussi toucher les personnes, les salariés chez nous, avec... Et c'est vrai que, pour moi, la question, par exemple, mais c'est tout bête, mais c'est vrai que je pensais, en fait, ouais, c'est vrai qu'il faut aussi accompagner les managers et les directeurs pour qu'ils accompagnent quelqu'un qui a eu un épisode un peu chaud avec d'une agression, pour qu'il puisse accompagner son salarié de la bonne manière. Et c'est vrai que ce qui m'a frappé, c'est vraiment les similitudes, tous les points, en fait, où ça se recoupe, même si les secteurs sont quand même très différents. Si je peux intervenir là-dessus. Il y a des similitudes, mais à la fois, c'est très différent. Sur le transport que je connais bien pour avoir suivi des grandes enseignes du transport, le transport est le premier secteur qui est touché d'ailleurs par les risques psychosociaux. Ce sont des violences externes par des inconnus, par des gens extérieurs, par le public. Dans le secteur du handicap, bien souvent les violences externes viennent des personnes accompagnées et des familles. Et moi, je discutais avec un directeur d'une structure pour autistes très complexe, une armoire à glace, et franchement, il était j'ai peur de rien et tout. Et puis, à la force de discussion, il m'a dit, en fait, le problème chez nous, dans notre secteur, c'est qu'on s'habitue à la violence. Parce qu'on a en face de nous des personnes qui sont vulnérables, des personnes qui n'ont pas forcément toute leur conscience. Quand ils tapent, c'est pas pour nous faire du mal. Quand ils crient, c'est pas pour nous faire du mal. Et il dit, notre problème, c'est qu'on s'y habitue. Alors, se pose la question, jusqu'où peut-on s'habituer à cette violence-là ? Et donc, c'est comme si ça faisait partie du métier. Et c'est là où on est en désaccord par rapport à nous, préventeurs, par rapport à vous. C'est que pour nous, ce n'est pas tolérable que des salariés puissent être exposés à cette violence et puissent s'en accommoder. Donc il y a vraiment la différence du transport où, pour les avoir suivis, les gens s'expriment facilement quand ils ont été agressés. Dans le secteur du handicap, on n'en parle peut-être pas assez parce que c'est comme si on se plaignait. On a l'objet de travail sont des gens vulnérables et donc nous on est en bonne santé et on va passer l'éponge. Mais encore une fois, jusqu'où peut-on accepter cette violence ? En fait, depuis ce matin, je pense qu'on a un sujet de... parce que bon, l'idée, c'est quand même de se dire comment j'agis le plus tôt possible, le plus en amont, en fait. C'est ça ce que vous dites. Parce que une personne accompagnée qui a un comportement problème, a priori, notre travail, il est à faire, si on travaille sur la personne accompagnée, de repérer le plus tôt possible pourquoi elle ne va pas bien. C'est qu'elle a mal, c'est qu'elle n'est pas bien. Donc à chaque fois, c'est comment on remonte, à chaque fois, pour les professionnels, pareil, comment on repère. Et donc ma question, peut-être pour vous, est-ce qu'à la RATP, il y a une base pour avoir étayé le travail que vous nous avez décrit, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu une approche statistique ? Est-ce que vous dites il y a 5 agressions par jour ? Voilà.
comment avez-vous fait le repérage, l'audit, ou comment ça se fait au fil de l'eau? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui remontent automatiquement? Comment on sait que c'est principalement ce sujet qu'il faut traiter par rapport à d'autres? Vous voyez, le repérage, comment ça se fait? Oui. En fait, dans nos indicateurs d'accidentologie, c'est notre première cause d'accidentologie. Donc, on suit ça tous les mois. Voilà. Donc, dans les 27 risques que l'on travaille auprès de la prévention, enfin, sur la prévention des risques, c'est le premier. Et c'est la moitié de mon taux de gravité. Hein. Donc, en fait, j'ai 700 personnes constamment absentes en accident du travail, tous les jours. Et sur les 700, j'en ai 350 suite à agression. Donc, c'est le point majeur chez nous. Voilà. C'est le point majeur. Et donc, c'est suivi tous les mois en COMEX. Et donc, on a un plan vraiment dédié à ça. En fait. Donc, on travaille avec aussi les municipalités, la police nationale, enfin, avec les acteurs de l'écosystème aussi pour nous aider à avancer sur ces sujets. Par exemple, les caméras piétons, on les avait en expérimentation jusqu'au mois d'octobre, et puis après, il fallait qu'on repasse, enfin que la loi repasse. Bon, il n'y a plus d'Assemblée nationale, donc on n'a pas eu de caméras piétons pendant plusieurs mois. Bon, on a tout de suite vu la différence. On a quand même des dispositifs qui nous aident à diminuer le risque. Et c'est combien d'agents au total, la RATP? Alors, sur les pics, sur la région parisienne, c'est 45 000. Presque 46 000 agents. Dans le groupe, puisqu'on est à l'international, on exploite des métros et des bus dans le monde entier, on est 71 000. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, remarques? Ou demandes de précision? C'est de nous. Merci. Je suis Sylvain Escoutey, je suis directeur d'un établissement médico-social qui accueille des enfants en situation de handicap et polyhandicap. Oui. Je voulais poser une question, mais avant, Madame Ponzevera, juste, je voulais vous dire, je viens d'une bourgade qui s'appelle Tarnos. Et à Tarnos, il y a une plage qui fait partie des plus belles plages du monde. Elle s'appelle la plage du métro. Parce que à côté de cette plage, il y avait un camp de vacances du métropolitain. Voilà, d'accord. Donc il y avait en termes de qualité de vie au travail, ça peut être intéressant. Mais ma question, c'était pas ça. C'était la question pose sur les salariés. J'ai pu constater que dans les professionnels qui travaillent, les professionnels qu'on a travaillent avec des personnes vulnérables. On l'a dit plusieurs fois, etc. Et la question qui se pose, c'est est-ce que des professionnels qui doivent être plutôt aptes à s'occuper de personnes vulnérables, est-ce qu'eux peuvent être vulnérables eux-mêmes? Et notamment en termes de santé mentale, on a des professionnels qui sont reconnus par la médecine du travail avec des incapacités physiques, notamment nous dans le handicap moteur, c'est-à-dire ils ont le dos, les genoux, l'épaule, etc., qui fait qu'ils ne peuvent pas porter les enfants ou ils ne peuvent pas se baisser, etc. Et ça c'est reconnu, plus ou moins bien, bon, c'est quand même reconnu et il y a des dispositions qui sont mises en œuvre. Par contre, ce que j'ai pu constater, on a, comme dans toute la population, dans l'établissement, il y a 120 salariés. L'établissement que je dirige, il y a 120 salariés. Et comme dans toute la population, il y a des professionnels qui ont des problèmes de santé mentale, des problèmes psychiques, qui sont reconnus ou pas. Actuellement, par exemple, sur 120 salariés, il y en a 3 qui sont reconnus. Mais, excusez-moi, je pense qu'il y en a plus qui ne sont pas reconnus parce que les problématiques de santé mentale, comme il n'y a pas de psychiatre à la médecine du travail, souvent, ce n'est pas vraiment reconnu. Bon. Et donc, dans les années, j'ai pu voir des professionnels qui avaient des vulnérabilités et du coup, qui étaient en difficulté pour s'occuper eux-mêmes de personnes vulnérables. Et dans ces cas-là, là où je veux en venir, c'est que dans ces cas-là, c'est les autres salariés qui pallient. Ma question est la suivante. Comment à la RATP, par exemple, ou comment faites-vous, est-ce que vous identifiez ces professionnels qui vont bien, mais qui sont obligés de pallier à d'autres qui ont du mal à s'occuper de personnes vulnérables? Alors, ce n'est pas le cas à la RATP, mais dans notre... voilà. Comment vous faites ça? Est-ce
Est-ce que c'est étudié, analysé, et est-ce qu'il y a des solutions? Alors si, c'est le cas à la RATP, parce qu'on a une entité qui s'appelle le recueil social et qui s'occupe de tous les SDF qui sont dans le métro, en fait. Donc c'est une équipe mobile qui, tous les jours, passe auprès de tous les SDF du métro pour voir s'ils vont bien, s'ils sont pas morts. Voilà. Et puis qui leur propose d'intégrer des centres et tout. Donc c'est aussi ils s'occupent de personnes vulnérables. Hein. Donc en fait, comment sont repérés nos salariés qui ont des vulnérabilités d'un point de vue psychique? On a nos médecins du travail en fait. Donc on a la chance d'avoir les médecins du travail et ce qu'on appelle la visite de mon employeur. Hein, donc le manager, s'il repère que son collaborateur a peut-être besoin d'aide ou de voir le médecin. Donc nos managers orientent facilement les collaborateurs vers la médecine du travail. Voilà. Et puis nos médecins du travail, après, les prennent en charge et les orientent vers soit nos psychiatres en interne, soit on a un prestataire qui nous soutient sur toute l'écoute psychologique. Donc voilà, on a quand même des dispositifs pour les aider. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière peut-être? Merci beaucoup. Je crois que vous avez évoqué la semaine de 4 jours. La semaine de 4 jours. Donc ma première question, c'est est-ce que ça a un lien? Est-ce que ça a un lien avec la qualité de vie? Oui, avec la satisfaction des collaborateurs, mais est-ce que ça a un lien avec la santé mentale? Est-ce que ça a déjà été établi, le fait que de transformer le rythme de travail dans des entreprises, la vôtre ou d'autres, hein, est-ce que ça peut influer sur la santé mentale? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on sait des expérimentations? Je crois que le secteur hospitalier regarde aussi, en tout cas dans certains endroits dans le secteur hospitalier, on regarde aussi ce sujet. Il y a une réflexion plus collective, voire internationale sur le sujet pour voir est-ce que c'est une piste pour faire baisser la pression? Ou est-ce qu'au contraire, d'ailleurs, est-ce qu'on détecte que parfois ça peut augmenter la pression parce qu'on a de nouveau des journées plus longues et autres? Ouais. En fait, ça dépend du métier. Nous, l'expérimentation porte sur un métier où il n'y a pas de charge stockable. L'agent des gares des stations, il prend sa vacation, la vacation se déroule, il finit sa vacation, c'est un autre agent qui vient et qui prend derrière lui. Donc il n'emmène pas ses dossiers sous le bras, il n'y a pas de travail qui se stocke. Donc déjà, ça, c'est un premier paramètre. Et puis, on n'a pas changé la durée du travail. On a plutôt joué. Alors nous, c'est la semaine en 4 jours, hein, pas la semaine de 4 jours. C'est la semaine en 4 jours. Et c'est des roulements. C'est-à-dire qu'avant, ils travaillaient 6 jours, 2 jours de repos. Donc maintenant, ils travaillent 4 jours, 2 jours de repos. C'est pas tout à fait la semaine de 4 jours qu'on connaît, où on a 4 jours de travail et 3 jours de repos. Voilà. Juste pour être précis, ça veut dire que c'est une activité qui est réalisée en 4 jours, c'est là ça. Elle était en 6 jours. Auparavant, elle était en 6 jours. C'est un peu trop tôt parce que ça a fait à peine 1 an qu'on l'a mis en place sur 2 lignes de métro. N'empêche que les agents qui sont entrés dans le dispositif, ils sont 170 ou 178. 90% ont demandé à y rester. Donc on a prolongé l'expérimentation et on va l'expérimenter sur d'autres lignes de métro et de RER. Donc ça commence un peu à s'étendre. Voilà. On a pu observer moins d'absentéisme maladie. Ça commence. Et les gens, globalement, se sentent bien, en tout cas pas plus fatigués. Voilà. Le repos arrive plus vite. Bon. On a voulu lancer cette expérimentation dans les fonctions tertiaires, notamment la direction juridique de la RATP. Et là, c'était plus problématique, parce que les gens sont au forfait, majoritairement ce sont des cadres, avec des journées à rallonge, des dossiers qui n'en finissent pas, des journées tunnels qu'on vit tous en réunion. Donc le modèle, en fait, ne convient pas, donc on n'a pas été au bout de l'expérimentation. Du coup, on joue sur d'autres choses. Moi, j'ai porté auprès du COMEX le vendredi après-midi sans réunion. Alors au début, ça a fait rire certains membres du COMEX, d'autres qui ont dit non, ça existe déjà ailleurs, et c'est très vertueux. En fait, ça permet de sacraliser une demi-journée dans la semaine sans réunion
pour pouvoir se concentrer sur certains dossiers ou aller sur le terrain ou faire ses mails, finir sa semaine, préparer sa semaine et éviter de travailler le week-end parce qu'on a aussi cette problématique au niveau de l'encadrement et de la charge de travail. Voilà. Alors après, l'impact sur la santé mentale, moi je le teste. Il y a des semaines où j'arrive à avoir mon vendredi après-midi sans réunion, je sauve mon week-end. Et je peux vous dire que je vais super bien le lundi. Je me suis bien reposée, je me suis vidé la tête, j'ai fait plein de choses que de bosser. Et j'arrive le lundi matin, je suis boostée pour toute la semaine. Et j'ai intérêt, parce que j'anime le collectif de médecins du travail de la RATP, je peux vous dire que c'est une sinécure. Donc si le week-end, je ne me ressource pas, je ne tiens pas la distance. Et en fait, ce qu'on cherche, c'est que nos managers tiennent la distance. On ne fait pas un 100 mètres. Il faut les garder, nos managers. Donc c'est plutôt sur des dispositifs comme ça qu'on va travailler pour amener un peu plus de qualité dans l'organisation du travail. Voilà. Maintenant, l'impact sur la santé mentale, moi, je n'ai pas de données scientifiques, c'est trop tôt. Merci. Alors, on arrête parce que je crois qu'il faut que nous passions à la prochaine table ronde avec certains intervenants qui ont des contraintes. Merci beaucoup.